Donc, sans plus tarder, nous avons notre premier panel qui va vous parler donc, des migrations climatiques. Donc, il y a Léla Lamarre, Yacine et Christopher qui vont donc nous présenter leur sujet de recherche. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités pour ce colloque. C'est vraiment un très grand plaisir pour notre groupe, Léla, Chris et moi, pour vous présenter et partager notre réflexion sur le changement climatique et notamment sur les conséquences dramatiques sur un groupe de minoritaires qui en souffrent largement. Du coup, aujourd'hui, nous vous invitons de concentrer sur un problème très peu connu mais très précis, à savoir la migration climatique. Mais pourquoi parle-t-on de la migration climatique? Parce que vous allez le voir, cette question de la migration climatique est à la fois inquiétante et aussi urgente. D'un côté, le nombre de migrants climatiques ne cesse de croître, mais de l'autre côté, leur droit reste, dans la plupart du temps, peu protégé et même ignoré. Il manque une réponse juridique claire et suffisante. Et à travers notre présentation, nous essayons de trouver quelques possibilités au niveau du droit international pour porter à ces migrants quelques solutions au niveau juridique, mais aussi dans les pratiques. Mais avant d'entrer dans les détails, nous essayons de donner une définition sur ce que c'est les migrants climatiques. Les migrants climatiques désignent toutes les personnes qui sont obligées de migrer à cause du changement climatique. Il s'agit de l'impact brutal, par exemple l'ouragan, la sécheresse, l'inondation, l'incendie de forêt, ou l'impact durable, comme la dégradation des sols et la perte de biodiversité. Mais qui sont les premières victimes? En effet, on identifie aujourd'hui 3 régions qui sont les plus exposées aux conséquences du changement climatique. Elles sont les suivantes: l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, mais aussi les petits territoires insulaires. Vous voyez très clairement, il y a 3 couleurs pour clarifier les conséquences à cause des catastrophes naturelles. Le jaune signifie la sécheresse, et le bleu, c'est l'ouragan, et le violet signifie le montée des eaux. Et vous voyez très clairement, l'Afrique subsaharienne souffre largement de la désertification chronique, mais aussi l'ouragan et les montées des eaux. Et en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, ce sont notamment l'ouragan et les montées des eaux qui ravagent toute la région. Et puis, je tiens à souligner que l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est est les régions la plus exposées aux catastrophes naturelles. Et puis, pour les habitants dans le petit territoire insulaire, ce sont désormais leur survie qui est en cause. Mais combien sont-ils les migrants climatiques? En fait, c'est une question difficile à répondre. Et cette difficulté est à double titre. Parce que d'un côté, ces migrants climatiques, échappent souvent à tous les comptages statistiques. Imaginons très bien, il y a un grand nombre de migrants climatiques qui habitent dans des régions très reculées. Du coup, il n'y a pas de moyens possibles pour faire des recensements, pour faire des comptages. Mais de l'autre côté, il est très difficile aussi de discerner leurs motifs d'immigration. Il y a des migrants environnementaux, mais aussi des migrants économiques et politiques. Mais heureusement, on a quand même des chiffres approximatifs disponibles. Selon le plus récent rapport de l'Observatoire des situations de déplacement interne, c'est un organisme norvégien sur les réfugiés. On estime en 2020 il y a 30,7 millions de personnes qui ont été déplacées par des catastrophes d'origine climatique, soit 3 fois plus que le nombre de citoyens déplacés par les guerres et les violences. Du coup, on se demande quelles sont les solutions. La première solution, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de consister à encourager la migration. Mais pourquoi? Parce que lorsque les conditions locales dans lesquelles vivent les migrants climatiques ne sont pas propices à leur survie, mieux vaut les encourager à émigrer. Parce qu'au fond du fond, ce qu'on veut protéger, c'est leur droit de survie. Parce que lorsqu'on parle de la migration climatique, ce qu'on veut résoudre comme problème, ce n'est pas les migrants climatiques, c'est de comment mieux protéger leurs droits. Du coup, lorsqu'il n'y a pas d'autre choix, il faut vraiment les encourager à émigrer.
Et la deuxième solution, c'est de mieux protéger les droits des déplacés, notamment ceux qui traversent les frontières. Et la troisième solution, de leur fournir un meilleur accès à l'information climatique pour faire en sorte que la migration est un choix plutôt qu'une contrainte. Et la cinquième solution vise le plus long terme. Il s'agit de réduire les gaz à effet de serre. C'est aussi une mesure dont on parle plus souvent, mais aujourd'hui, j'imagine, c'est de plus en plus difficile parce que d'abord, ça vise le long terme. Du coup, le résultat à court terme doit être assez décevant. Et si on regarde ce qui se passe en Ukraine, cela pourrait bien sûr avoir des conséquences sur le marché de l'énergie qui peut ralentir encore notre pause de transition énergétique. Du coup, à côté de ces mesures de sobriété, est-ce qu'on a d'autres choix? Oui, il y en a d'autres. Il s'agit de s'adapter aux impacts du changement climatique. Parce que n'oublions pas, l'homme est l'espèce migratoire par définition. Depuis la nuit des temps, les êtres humains ne cessent de se déplacer du continent africain, de l'Eurasie et puis vers les Amériques. Les frontières, au tout début, n'existent pas. Nous sommes libres dans le sens linéaire du terme. Mais c'est bien les frontières qui ont été créées avec l'émergence des États-nations qui nous empêchent d'avoir une meilleure protection pour ces individus qui en souffrent largement de cette dégradation climatique. Et cela pourrait créer des conséquences drastiques dont la patrie fait partie. Et mon collègue va apporter plus sur le problème de la patrie. Merci beaucoup, Yacine. Vous mentionnez en fait à la base, c'est une présentation qu'on a faite pour un cours de droit. Et du coup, on a opté vraiment pour la phrase migrant climatique parce que justement dans le régime d'asile international, il n'existe pas encore de réfugiés climatiques au sens strict. C'est pour ça qu'on avait opté pour la phrase migrant climatique. Parce qu'il n'existe pas encore au sens strict le mot réfugié climatique. Alors, lorsqu'on parle de changement climatique, on peut bien imaginer un peu en scène peut-être un peu apocalyptique. Je ne sais pas si vous avez regardé le film Mad Max. C'est un monde post-apocalyptique. Il y a un manque d'eau et puis les gens qui se livrent aux violences, évidemment les États qui n'existent plus et les gens qui sont on peut déplacer un peu partout. Alors, il y a des problèmes de déplacement climatique, les gens qui cherchent peut-être un jour, qui vont chercher l'eau dans un autre pays, ou sinon, dans le cas des petites îles dans le Pacifique, les pays entiers qui sont engloutis par l'océan, qui soulèvent évidemment le problème de l'apatridie, les gens qui vont perdre leurs États, leur nationalité. Et Laïla, tout à l'heure, va en parler un peu plus. Alors, on a le problème de déplacement du changement climatique, mais dans le régime juridique international, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'existe pas encore, ce n'est pas encore bien encadré, surtout lorsqu'il est question de droit d'asile. Alors, il existe une vide juridique. Les déplacements dus au changement climatique ne sont pas bien encadrés. Et puis, j'aimerais juste... pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que je crois qu'il faut revenir aussi à l'histoire du droit d'asile, qui est les origines du droit d'asile tel qu'on connaît aujourd'hui. L'asile moderne, ça a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Et le droit d'asile, à la base, c'est un droit né de la guerre. Alors, lorsqu'on pense à la Convention de Genève, qui est la référence clé lorsqu'il s'agit de droit d'asile, on ne prend pas en compte les problèmes environnementaux. Parce qu'à l'époque où la Convention de Genève a été rédigée, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis même à la base, dans les années 50, 60, il y avait des restrictions géographiques et temporelles qui faisaient que la Convention ne s'appliquait pas, ne s'appliquait qu'aux réfugiés européens qui ont été déplacés à la suite des événements, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait attendre les années 60 pour que les protections de la Convention de Genève soient aussi appliquées
à d'autres contextes, à d'autres réfugiés dans d'autres parties du monde. Juste pour vous dire que c'est pour ça que dans le régime juridique international, il n'existe pas encore, et on va voir par la suite dans la définition même du statut de réfugié, on ne prend pas en compte le problème de changement climatique. Et aussi, le droit d'asile, c'est vraiment une prérogative étatique. J'attire votre attention à la préposition. On parle du droit d'asile plutôt que droit à l'asile, parce qu'on n'a pas un droit à l'asile, on a le droit de demander l'asile auprès d'un État, mais c'est l'État qui octroie l'asile. C'est pour ça qu'il n'y a pas c'est pas comme un droit à la vie, c'est un droit d'asile. C'est vraiment lorsqu'un demandeur d'asile fait une demande d'asile, c'est un processus aussi hyper individualisé. Il faut que, dans la prochaine diapo, ici on voit dans la Convention de Genève la définition de qu'est-ce que c'est un réfugié. C'est quelqu'un qui est persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Il n'y a pas l'environnement ou le climat. J'ai souligné certains groupes sociaux parce qu'il y a quand même un certain flou dans la définition de réfugié qui fait que peut-être un jour les États vont pouvoir reconnaître le statut de réfugié sous la base du changement climatique. Peut-être on va dire, OK, parce que c'est une personne qui appartient à un groupe de personnes qui fuient les changements climatiques, quelque chose comme ça. Alors, il y a quand même une certaine flexibilité dans la manière dans laquelle les États interprètent aussi le droit d'asile. Mais on voit qu'il y a quand même, il n'existe pas encore vraiment des protections pour les gens qui fuient les impacts des changements climatiques. Il y a une autre chose que je voulais dire, mais peut-être pour dire la précédente. La patrie climatique, j'ai mentionné qu'il y a une possibilité que des pays entiers qui vont disparaître littéralement, et ce qui va créer ce problème d'apatridie, c'est-à-dire les gens qui vont perdre leur nationalité, leur citoyenneté, leur État. Et puis, j'aimerais aussi attirer votre attention aux idées. C'est plutôt une réflexion comme philosophique qu'avait fait Hannah Arendt, qui est une philosophe d'origine juive allemande, qui, dans les années 40, a rédigé un très bel essai, Nous les réfugiés, où elle a parlé des Heimatlos, je ne sais pas si je prononce bien, mais ça veut dire que les gens qui ont perdu leur Heimat, leur maison. Et il s'agissait en fait des réfugiés allemands et juifs qui fuyaient le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais on pourrait peut-être élargir cette idée de homeless pour dire est-ce qu'on peut parler des gens qui ont perdu aussi leur droit à la terre? Parce que il s'agit de changement climatique, les gens qui ont... ce ne sont pas les gens qui sont persécutés par un État, mais on ne peut pas non plus parler des gens qui sont persécutés par la nature, par le climat, parce que le changement climatique, c'est quelque chose que les êtres humains ont aussi fait. Alors, il y a une responsabilité collective par l'espèce humaine. Alors, c'est une question existentielle. Alors, est-ce qu'on peut parler des gens qui ont perdu leur droit à la terre? Et puis, justement, Laila va parler aussi d'aborder, approfondir sur le point sur la... Alors, comme Christine vient de dire, je vais continuer sur tout d'abord l'idée de Hannah Arendt, et plus particulièrement en ce qui concerne son livre « Les sans-État et le droit d'avoir des droits ». Parce que, selon moi, on peut disposer des idées du livre à justement la question de l'apatridie climatique. Comme Chris l'a dit, sont des personnes issues de pays qui, dû au changement climatique, n'ont plus d'État, n'ont plus de citoyenneté et, par le fait même, n'ont plus de droits.
car selon Hannah Arendt, le sans-État est une personne qui n'a plus de parole, qui n'a plus de mots et qui est dans un combat continuel contre les États-nations qui, eux, ils voient là des personnes qui ne rentrent pas dans leur juridiction et qui, par le fait même, ne les obligent pas nécessairement à respecter les droits de ces individus. Hannah Arendt propose l'idée comme quoi les sans-États sont considérés comme des personnes superflues, ce qui veut dire qu'ils sont des personnes sans existence juridique, politique et cosmique, ce qui fait en sorte qu'elles sont les victimes de grosses conséquences humanitaires. Elle parle à l'époque de la guerre, alors les conséquences qu'elle mettait de l'avant étaient les génocides. Et du côté climatique, on peut tout pas pour l'instant affirmer qu'est-ce qui va arriver dans le futur, mais on ne peut pas toutefois ne pas prétendre à ce que les personnes issues justement de la patrie climatique ne subissent pas des graves conséquences du type. Ensuite de ça, elle propose comme une idée selon laquelle le monde devrait avoir un droit à un statut juridique susceptible de garantir une reconnaissance légale de leurs droits, quelle que soit la situation de l'individu concerné. Et présentement, d'après moi, ceci, nous pensons, peut s'appliquer justement au cas des réfugiés, mais aux personnes issues de l'apatridie climatique. Alors, le droit d'avoir des droits, mais il pourrait s'inscrire justement dans le jus cogens légal, ce qui est en soi une norme impérative qui appartient au droit international général et qui est frappé d'une nullité lorsque les traités qui passent sont en violation avec ce genre de droit-là. Pour que cette idée de droit, d'avoir des droits puisse réussir, on a là une continuité de l'idée de Chris de unir l'humanité. Il faudrait que ce droit d'avoir des droits s'affranchisse de la souveraineté nationale, en une forme de solidarité internationale qui se fonde sur l'idée que l'exclusion d'une seule personne de la loi est un crime contre l'humanité. Alors, toutes les personnes qui seront issues de l'apatridie climatique, si on voit leurs droits, non seulement à une citoyenneté, mais leurs droits en général bafoués, ça serait un crime contre l'humanité en entier. Du coup, il s'agirait d'obliger les États à reconnaître l'humanité des exclus, des apatrides, et de les accepter comme des sujets du droit. Alors, je vais différentes solutions à l'apatridie climatique dont le droit d'avoir des droits. On a parlé d'un vide juridique. Et en effet, présentement, il y a très peu de jurisprudence sur le sujet. La première jurisprudence existante est celle de Iowan T. Tiota contre la Nouvelle-Zélande, qui est un cas très intéressant si vous voulez plus en savoir, aller faire des recherches. Mais dedans, comme vraiment, on crée une jurisprudence, à savoir que les États doivent travailler ensemble afin de contrer les effets des changements climatiques, afin justement de pouvoir limiter ces effets sur la possibilité d'apatridie climatique. Ensuite de ça, il existe la Convention sur l'apatridie de 1961. Toutefois, celle-là présente certains problèmes qui, selon moi, devraient être mis à jour, à savoir, tout d'abord, le nombre de ratifiants est très limité, ce qui fait en sorte que les personnes qui vont reconnaître à la fois l'apatridie, mais on va être prêt à justement agir en fonction de celle-ci, est très peu. Et ensuite de ça, il y a énormément de réserves et de vocabulaire qui tirent plutôt sur la réduction plutôt que d'essayer de simplement empêcher le phénomène d'arriver, dans le sens où au lieu d'essayer de contrer les effets des changements climatiques, afin de limiter, de vraiment empêcher l'apatridie pour que ça ne puisse pas arriver, on est plutôt flexible sur la chose. Et au lieu de mettre en place des politiques pouvant aider les apatrides à obtenir une citoyenneté dans un autre pays, ainsi des droits, on va plutôt viser une fois encore à réduire le nombre d'apatrides plutôt que d'anéantir le concept en soi. Ensuite de ça, il y a différentes idées qui ont été mises de l'avant pour le futur, étant donné que l'apatridie, comme vous pouvez voir sur la carte, il y a plusieurs pays qui sont
touchés par les phénomènes climatiques. Les régions en bleu sont ceux qui vont être inondés. Je peux vous nommer quelques exemples, les Maldives, le Kiribati, le Tuvalu, qui risquent de disparaître maximum dans les 100 prochaines années. Ce faisant, il faut des solutions maintenant. Et il y en a 2 qui existent présentement, mais qui sont relativement discutables. La première étant des accords bilatéraux d'attribution de la citoyenneté. Mais dans ce cas-là, c'est assez difficile parce que on prend l'exemple de l'Australie qui a proposé cette solution au Tuvalu et au Kiribati en échange cependant de leur zone économique exclusive en mer. Alors, on peut voir là peut-être justement des inégalités et un service offert, mais à un certain prix très élevé. Et finalement, il y a l'idée de céder une part de territoire, mais ceci ne vient pas sans problème, évidemment, venant de la part du pays qui offre son territoire. Alors, il faut travailler ensemble justement à ce que les effets du changement climatique ne réduisent pas les personnes à une zone où ils n'ont plus de droits. Il faut que la patrie climatique soit non pas limitée, mais n'existe plus. Je tiens à dire qu'ils ont dû vraiment condenser leur présentation. J'ai eu la chance de les écouter dans leur cours de droit. Donc aujourd'hui, c'est le début de leur tournée mondiale, s'il vous plaît. On a une dizaine de minutes, Sarah, pour participer. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez rester assis. Ouais, okay, on a la caméra qui bouge. Et puis, M. Milka aussi, si vous voulez participer à la discussion, n'hésitez pas. Donc, et si jamais vous avez des questions à la maison, peut-être que je pourrais juste faire quelques petits commentaires et peut-être poser une question ou 2 également à vous 3. Donc, en réfléchissant à votre sujet, j'ai lu l'annonce pour le colloque d'aujourd'hui et je voyais que la question de la justice environnementale était comme au cœur de la thématique d'aujourd'hui. Et en écoutant vos présentations, ce que je constate, en fait, c'est qu'on est face à des injustices à plusieurs égards et que l'exemple des réfugiés ou des migrants climatiques est un exemple déchirant, finalement, de plein d'autres enjeux d'inégalité qui sont transversales dans la question le droit international, mais aussi la question des changements climatiques. Et que finalement, ces personnes-là ont un genre de double fardeau à subir les effets d'événements qui ne leur appartiennent pas vraiment. Souvent, les victimes ne sont pas à l'origine du problème. Et après, ils sont face au défi qu'ils n'ont pas un statut de reconnaissance dans l'arène internationale. En partie peut-être parce qu'on n'est pas suffisamment évolué dans notre conception des changements climatiques pour proprement définir un statut juridique international, d'opérationnaliser quels seront les critères pour identifier un réfugié ou un migrant climatique. Donc, pour moi, c'est un peu, ça me donne l'impression que le problème est beaucoup aussi dans notre retard de conceptualisation face à l'enjeu des changements climatiques. Et Christopher, j'ai beaucoup aimé votre commentaire où vous dites qu'en fait, peut-être c'est aussi question d'un déchirage dans le lien d'appartenance au territoire. Et ça, là, quand j'entends ça, je réfléchis puis je me dis, en fait, il se peut qu'au sein de pays, il y a beaucoup de victimes de perturbations climatiques qui pourraient même peut-être s'identifier comme au moins des migrants climatiques, des agriculteurs, des Premières Nations, d'autres personnes qui vivent en lien avec le territoire, même des gens en milieu urbain qui subissent des catastrophes environnementales. Donc, c'est très, très riche et j'apprécie beaucoup votre attention et votre réflexion. Au niveau des questions que j'avais préparées, la première question que je pourrais poser, c'est que personnellement, en lisant un petit peu sur le sujet, et j'ai eu un étudiant qui a fait un mémoire aussi sur le sujet, je trouve que la voix des réfugiés climatiques n'est pas très présente. On est très dans des discours internationaux, très formels, très paternalistes peut-être même, et on n'entend pas les revendications des personnes, on n'entend pas leur vision, leur stratégie. On peut se poser des questions sur pourquoi. Et aussi, est-ce que, selon vous, dans vos recherches,
vous avez vu qu'il y a des organisations qui militent avec et pour la question des réfugiés climatiques. Est-ce que vous sentez que le grassroots commence à se lever dans ce grand enjeu-là? Ça serait une question. Et une autre question peut-être un peu plus théorique, mais on parle souvent de la responsabilité partagée mais commune. Quelle responsabilité est-ce que vous voyez pour des pays riches dans tout ce qui est la reconnaissance des réfugiés climatiques? Je peux peut-être répondre à la première question. C'est parce que moi j'ai grandi aux Philippines et puis j'étais quand même un peu impliqué dans le milieu de la société civile, tout ça. Comme la gauche, on essaie toujours de tisser des liens entre plusieurs enjeux. Par exemple, l'enjeu de, je sais pas, justement le problème des agriculteurs. Et je crois que ça commence déjà. Je crois qu'en Inde aussi, dans beaucoup de pays aussi en Asie du Sud-Est, qui commencent à faire ces liens entre plusieurs luttes sociales. Mais je ne pense pas, parce que quand même le changement climatique, ça prend une certaine connaissance aussi scientifique. Et les gens subissent les effets, les impacts des changements climatiques, mais c'est quand même difficile, je trouve, à organiser autour de quelque chose aussi abstrait que le changement climatique. Ce n'est pas comme, comment dire, c'est pas comme quelque chose de revenu minimum, quelque chose de concret où c'est facile à mobiliser les gens autour de ça. Mais la justice climatique, ça reste un peu abstrait. On n'arrive pas encore à mobiliser les gens. Si je peux peut-être ajouter comme exemple dont j'ai parlé, celui de Tiota contre la Nouvelle-Zélande. Ça, je pense, c'est un cas particulier parce que j'ai l'impression que la plupart des réfugiés, des personnes pouvant être des migrants climatiques sont souvent issus de régions très rurales, si on prend l'exemple du Kiribati. Et ils n'ont pas nécessairement cette conscience du fait qu'ils auraient peut-être des revendications à donner, comparément à, par exemple, M. Ioan Tiota, qui, lui, est allé en Nouvelle-Zélande et avait reçu de l'aide d'un conseiller juridique qui lui a dit « Fais ta demande en vertu de tes droits à la vie, dû au fait que les effets du changement climatique sont en train de causer des conséquences graves sur ta vie. » Et ce qui lui avait permis justement d'arriver jusqu'au Comité des droits de l'homme. Du coup, je ne pense pas que toutes les personnes pouvant clamer être des migrants climatiques ont cette possibilité, non seulement en termes de droits, mais aussi en termes de savoir que ce qu'ils sont en train de subir, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui fait en sorte qu'ils auraient le droit à un certain statut qui n'existe pas présentement, mais qui justement la société internationale devrait développer parce que c'est un phénomène qui est là et qu'on ne peut pas éviter. Merci. Peut-être qu'il y a des questions, soit par Zoom ou M. Mulcair ou par les autres. C'est pas oui, si vous voulez répondre un peu. Oui, j'aimerais bien répondre à votre deuxième question, parce que je pense que c'est quand même une question très intéressante, parce que j'ai l'impression que lorsque dans le monde, il y a la crise, la première réflexion de notre communauté internationale, c'est toujours penser aux pays riches. Mais en fait, je pense que c'est quand même assez différent sur le problème de migration climatique. Parce qu'il y a la migration nationale et il y a aussi la migration internationale. Parce que pour ces migrants climatiques, leur premier choix, toujours, c'est rester dans leur propre pays. Et le deuxième choix, c'est de se déplacer dans les pays aux alentours. Ce sont les pays aux alentours qui peuvent fournir la solution la plus propice à ces migrants climatiques. Et bien ensuite, c'est les pays riches. Du coup, je pense que, bien sûr, les pays riches, ils ont beaucoup plus de moyens pour aider les migrants climatiques, mais je pense que aussi les pays aux alentours limitrophes peuvent aussi assumer une partie de responsabilité. J'ai fait le devoir de regarder si dans l'accord de Paris, il y avait le mot migrant ou réfugié climatique inscrit quelque part. Et finalement, j'ai été pas surpris ou pas surpris, mais j'ai vu que ça n'existe pas dans cet accord-là. Ce
ce n'est pas l'objet d'une négociation ou quoi que ce soit. Donc, on parle de déplacement dû au changement climatique. Peut-être. C'est vraiment petit. Ouais. Je sais pas. Vous avez fait le même devoir que moi. Est-ce que je pourrais vous demander, parce que vous avez évoqué le fait qu'il faudrait qu'on tienne compte de leurs droits, éventuellement qu'on cadre ça comme une complémentarité, mais de votre point de vue juridique, vers les outils qui existent actuellement, quelle démarche vous voyez pour ça et quel serait le résultat? Parce qu'il y a un problème parfois avec ces obligations-là. Les grands pays, en l'occurrence ceux qui ont posé le plus de problèmes, s'excluent, que ce soit le tribunal pénal international. Alors, comment on fait concrètement pour produire le résultat? Parce que c'est ça qui compte. Je pense d'abord, on pourrait lier justement ça avec un droit à la vie, d'après moi. Simplement le fait que chaque être humain a un droit à la vie, et je pense que celui-ci apparaît article 6 du protocole relatif aux droits politiques et civils. Et de ce que je sache, il y a un haut niveau de ratification pour ça qui fait en sorte que le droit international est assez imposant sur ce niveau-là. Mais une fois encore, j'aimerais retourner sur l'idée du droit d'avoir des droits, comme si on pouvait faire en sorte que cette idée-là puisse devenir du jus cogens, mais du fait même, ça serait impératif, qu'importe les niveaux de ratification des traités ou bien le droit national de chaque pays. Si on pouvait encadrer justement ce droit-là de telle manière, à mon avis, ça serait une façon d'avancer et de faire, mais une fois encore, c'est très difficile parce que… C'est une bonne analyse et vous maîtrisez bien, en fait. Il y a un aspect de coercition qui risque de forcer la main des pays les plus récalcitrants à finalement faire leur part pour endiguer le changement climatique parce que les autres punitions comprises, perte de biodiversité et ainsi de suite, il y aura une perte pécuniaire éventuelle ou une punition quelconque ajoute à l'opprobre pour forcer la main, pour tendre vers des résultats qui sont nécessaires, c'est-à-dire réduire les gaz à effet de serre et combattre les changements climatiques. C'est un tout, ce que vous êtes en train d'amener un parti important. Merci. Est-ce qu'on aurait le temps de susciter une autre question? Ou est-ce que c'est sur la… Non, mais c'est des… On est 1 minute en retard et comme on est très court, il faut vraiment enchaîner. Mais peut-être qu'on va pouvoir y revenir plus tard. Puis je vous remercie évidemment pour vos questions vraiment pertinentes. Puis merci à vous trois encore une fois pour votre présentation. Donc, on va enchaîner avec Félix qui va nous offrir un plaidoyer pour la décroissance. Hein? Mais il va pouvoir vous en parler mieux que moi. Alors, bonjour à tous. Je me présente d'abord, Félix Bérard-Magnan. Je suis effectivement étudiant de doctorat en sciences politiques à l'Université Laval. J'ai, par contre, un bac de Montréal en communication et politique. Alors, je suis content d'être de retour ici aujourd'hui. Et j'ai une maîtrise en affaires publiques de l'Université Laval. Bon, j'ai étudié le doctorat sur la transition énergétique. Donc, mon projet doctoral porte précisément sur la relation entre la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la croissance économique au Canada et au Québec. Mais j'en suis à ma première session, donc ça va évoluer, j'imagine, mais voilà. Alors aujourd'hui, je vous parle donc de transition énergétique, gaz à effet de serre et croissance économique. Est-ce que c'est un trio réconciliable? On est un peu à la croisée des chemins en termes de changement climatique, que mes collègues l'ont abordé précédemment aussi. Donc voilà, c'est un enjeu extrêmement important. Puis merci au comité de m'avoir invité, très apprécié. Alors aujourd'hui, le plan de la présentation, donc portrait de la situation tout d'abord.
Ensuite, et en lien avec les rapports, les derniers rapports du GIEC aussi, hein, qui, rapport après rapport, l'urgence d'agir et qu'on s'en va vers une phase qui sera irréversible. Un exemple de découplage, donc la notion clé dont je vais vous parler aujourd'hui. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, je vais vous parler du PIB aussi, on a un lien direct avec le PIB, donc le produit intérieur brut. L'évolution de la transition énergétique. Et voilà, c'est pas mal. Alors, tout d'abord, on peut montrer la situation. Je pense qu'on est pas mal au fait de tout ça. Il y a de plus en plus de rapports aussi qui le disent aussi. Mais on s'en va vraiment vers une phase de plus en plus haute de réchauffement de la planète. Donc, c'est environ 5-6 bases de données qui c'est une agrégation de bases de données qui démontre clairement que la planète se réchauffe comparativement à la période 1850-1900. Donc, l'ère pré-industrielle, après ça, on voit vraiment que ça va. Donc, la science est claire sur ce point-là. La planète se réchauffe, notamment en raison des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas la seule raison. Donc, voilà un peu l'urgence d'agir parce qu'à un moment donné, on peut se poser la question jusqu'où ça va, jusqu'à quel point on est en mesure d'accepter ça, autant pour nos écosystèmes, notre biodiversité que pour nous, les humains. Donc, ensuite, je trouvais cette image-là très significative. D'abord, s'il n'y avait pas, heureusement, les États ont déjà pris des engagements en matière de climat. Donc, il ne faut pas perdre espoir, loin de là. Donc, s'il n'y avait pas eu de politique climatique jusqu'à maintenant, on se dirigerait vers un scénario d'une augmentation jusqu'à pratiquement 5 degrés Celsius de la température moyenne mondiale. Mais il faut plus regarder au niveau des politiques actuelles. Donc, on voit très bien qu'actuellement, les engagements climatiques sont insuffisants pour atteindre la limite du réchauffement de 1,5 degré Celsius qui a été encadré à partir des accords de Paris en 2015. Donc, voilà, on voit très bien qu'il y a encore une marge importante et qu'il faudrait des actions encore plus importantes et immédiates pour vraiment ralentir le réchauffement de la planète. Le dernier rapport du GIEC aussi, je trouvais ça intéressant de le mentionner aussi comme portrait de la situation. Ils sont de plus en plus alarmants, dirais-je. Donc, dernier rapport du GIEC publié fin février 2022, deuxième rapport sur une série de 3, qui dit d'abord, et on pourrait faire un lien entre autres avec la présentation de Nicolette précédemment, entre 3,3 et 3,6 milliards de personnes qui vont être vulnérables d'une manière ou d'une autre, ou qui sont déjà au changement climatique. Donc, ça pourrait clairement forcer des millions de personnes à devoir se déplacer. On est actuellement la limite, on s'approche très rapidement de la limite de 1,5 degré. On est actuellement à 1,09 degré d'augmentation moyenne globale de température de la planète. Et le GIEC affirme que si on va au-delà de cette limite-là, les conséquences vont être graves et irréversibles. Et qu'il faut donc de ce fait prendre des actions immédiates d'adaptation et de mitigation. Et voilà, il y a de la résilience climatique aussi qui dépend clairement de la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, maintenant, le découplage. Alors, ce qui m'amène un peu à la notion principale dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est une notion très importante. On peut parler
tout d'abord de découplage absolu ou de découplage relatif. Et qu'est-ce que c'est d'abord le découplage? Selon l'International Resource Panel, le découplage est observable au moment où l'utilisation des ressources, l'eau, le bois, etc., ou certaines pressions environnementales, émissions de GES, augmentent à un rythme plus lent que l'activité économique qui en est pourtant à l'origine. Donc, on parle de découplage relatif. Sinon, ou diminue alors que l'activité économique continue de croître. Donc, on parle de découplage absolu. Donc, visiblement, je pense que ça va, les graphiques vont aider aussi. On voit très bien ici que la Chine, par exemple, a clairement découplage. Dans le fond, on voit très bien le PIB ici et la croissance qui se fait plus lentement de l'utilisation des matériaux et de l'énergie. Parce que James Ward et ses collègues, entre autres, un article qui parle beaucoup de ce découplage, démontre que le taux de croissance du PIB ne peut être dissocié de la croissance de la consommation d'énergie et de matériaux. Et donc, on peut très bien le voir sur les graphiques suivants. Et ces chercheurs nous disent aussi qu'il est impossible de mettre en place des politiques publiques fondées sur la croissance, une bonne part de nos politiques publiques actuelles, tout en croyant que le découplage est possible et réalisable. Donc, la croissance ne pourrait donc pas être infinie. Donc, on peut voir certains pays arrivent, l'Allemagne, entre autres, on voit le PIB qui augmente, mais la croissance de l'utilisation d'énergie est moins importante aussi. Les pays de l'OCDE aussi, on prend le Canada entre autres, mais globalement, quand on regarde au niveau du monde, au niveau de la planète, parce que c'est quand même important aussi, le changement climatique n'est pas sectoriel, c'est une approche globale qu'il faut adopter. Là, on voit que c'est quand même très difficile. Ça croît, le PIB croît et l'utilisation de la consommation d'énergie et de matériaux considérablement. Et puis on peut le voir aussi avec on voit aussi une différence avec les pays industrialisés versus les pays en voie de développement. Les pays en voie de développement qui clament eux autres de leur droit au développement et de vouloir se grandir. Et évidemment, ça ne fait pas sa confiance. Donc, si on pense à la prochaine. Donc, voilà. À l'échelle planétaire, donc, le découpage relatif serait possible. Donc, les émissions de gaz à effet de serre qui croient moins rapidement que le PIB, mais le découplage absolu serait difficilement possible. Donc, croissance du PIB tout en ayant une réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment parce que l'asymétrie entre les pays au niveau du monde. Donc, graphique très significatif ici, le PIB qui augmente et les émissions de CO2 qui croient moins rapidement, mais qui continuent à croître tout de même. Ça arrête en 2019, on peut voir clairement, malgré la pandémie, que ça continue. Donc, on peut se demander si les émissions de GES mondiales vont être possiblement réduites un jour. On peut passer à la prochaine. Donc, ici, ben oui, je voulais glisser un mot ici en raison de la pandémie. La pandémie aurait pu être une opportunité, si on peut dire, d'accroître, de dire, ben, à partir de ce moment, on commence notre découplage parce qu'il y a eu une baisse des émissions de 5% dans la première année de la pandémie. Or, en 2021, ce n'est pas véritablement une surprise, mais il y a eu une augmentation de 5% des émissions de GES mondiales. Donc, on arrive
au même point de départ. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et les experts disent que la croissance est menée par la Chine et l'Inde et que la croissance aussi a été reprise beaucoup plus rapidement qu'anticipé. Et on le voit un peu actuellement aussi dans le contexte économique actuel. La croissance est extrêmement forte. Donc, le rebond a été très rapide et c'est entre autres mené par la Chine et l'Inde aussi. Évidemment, c'est des gros bateaux à arrêter et ils sont partis vers encore la croissance. Et les experts disent que sans d'autres politiques plus contraignantes, les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter. Et ultimement, la croissance du PIB va aussi aller en conséquence. Ensuite, par contre, tout n'est pas noir. En Angleterre, c'est intéressant, un des pays quand même qui est assez avancé au niveau du découplage et de la transition énergétique en général. Leurs cibles sont très intéressantes, très ambitieuses aussi. L'objectif ultime, c'est un net zéro d'ici 2050. Et on voit très bien le PIB, donc vraiment un exemple extraordinaire de découplage. Le PIB a augmenté et ça va jusqu'à 2017, donc on s'attend à ce que ça augmente aussi encore, malgré que les émissions de CO2 ont chuté de 29% depuis 2010. Donc c'est quand même intéressant de voir que, entre autres, en Angleterre, c'est possible et ça se fait. Évidemment, on parle de CO2 ici. Les émissions de GS, ça inclut d'autres polluants aussi, là, entre autres le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés, bref, c'est un ensemble. Mais la plus grande, l'élément principal, la plus importante source de polluants, c'est le CO2. Donc, ouais. Maintenant, aux États-Unis, plus complexe un peu, mais parce que, bon, évidemment, c'est très politisé. Là, aux États-Unis aussi, c'est un système très complexe aussi. Par contre, si on avait gardé, parce que le Clean Power Plan qui a été élaboré sous Obama et mis en place, les experts prédisaient sur cette base qu'en 2025 environ, donc sous peu environ, on allait assister, on commençait à assister à un découplage, donc une réduction des émissions, tout en ayant une croissance du PIB. Mais on peut même le voir aussi qu'à certaines phases, même ici, à partir de 2010, il y a eu déjà un certain découplage. Donc, c'est encourageant. On peut penser aussi qu'avec Joe Biden, les objectifs climatiques sont plus ambitieux que son prédécesseur, entre autres, lui qui a aboli aussi le Clean Power Plan. Donc, ça va être intéressant à suivre, mais évidemment, l'objectif pour les États-Unis aussi, c'est un net zéro d'ici 2050. Et l'objectif ultime, c'est le découplage. Ensuite, le PIB, justement, dans cette, donc de James Ward et ses collègues, le PIB est quand même un indicateur controversé. C'est pas la première fois qu'on entend parler aussi d'une mesure économique qui n'inclut pas, entre autres, le bien-être du capital naturel, exemple, ou même des individus. Et on dit que la croissance PIB ne peut pas être découplée de la croissance de l'utilisation des matériaux et de l'énergie, ce qui indique, comme je le disais tantôt, que la croissance du PIB ne peut être assurée indéfiniment. Donc, à partir de ce constat-là, alors comment s'assurer, parce que nos politiques sont basées aussi, c'est un peu c'est très, très puissant. Nos politiques sont quand même basées sur la croissance, hein, le développement, encore aujourd'hui. Donc, par contre, comment mesurer
à ce moment-là aussi, par contre, le bien-être de la société, mais aussi les humains là-dedans, parce que le PIB, c'est une mesure strictement économique. Donc, c'est de développer un peu le paradigme de la croissance en considérant, par exemple, l'indice de développement humain, qui pourrait être un indice plus approprié pour mesurer la croissance qui intégrerait des variables plus significatives au niveau du bien-être de la société. Le découplage, malgré que on n'entend pas parler beaucoup encore dans les médias, c'est une notion peut-être encore qui mérite d'être discutée plus amplement. Mais d'ores et déjà, le découplage est mentionné dans l'objectif du développement durable 2030, qui c'est quand même dans 8 ans. Donc, c'est quand même, le délai devient de plus en plus court. Mais évidemment, le découplage n'est pas dans les objectifs 8 et 12. Et le découplage est mentionné, mais évidemment, il n'y a pas nécessairement d'intégration contraignante de cette notion-là. Et de demander des actions plus immédiates aux États. Et bon, comme quelques auteurs, juste pour mentionner aussi, qui disent que clairement que c'est une fantaisie de mettre le découplage dans l'agenda 2030, alors que notre système économique mondial est basé sur le modèle économique néolibéral qui est sur la croissance. C'est le pilier un peu. Donc, voilà. En tout temps qu'il est possible de maintenir et d'atteindre des cibles de développement durable, mais dans un contexte économique capitaliste et néolibéral qui font la croissance. C'est un peu. Voilà. Ça demeure controversé. Puis, en terminant tout de même, peut-être sur une note plus positive, tout de même, la transition énergétique est commencée. Et on le voit aussi avec les chiffres de Bloomberg, c'est des chiffres très récents. Donc, les investissements totalisant 755 milliards pour l'année 2021. Donc, c'est une augmentation de 27 % tout de même. C'est d'ores et déjà bien avancé. Par contre, évidemment, c'est encore insuffisant. Il faudrait que les investissements triplent d'ici 2025, c'est-à-dire dans 3 ans, pour être en mesure d'atteindre l'objectif net zéro. Donc, on voit qu'il y a une ouverture. Par contre, il y a peut-être encore une frilosité aussi d'entamer un changement du modèle énergétique. Voilà. Merci beaucoup. Et à revenir, ben voilà, c'est les éléments qu'on discutait aujourd'hui. Donc, un trio réconciliable, oui, mais les efforts, les engagements demeurent insuffisants. Voilà. Merci. Donc, ce qu'on va faire, c'est la présentation à Chloé puis ensuite, on aura plus de temps pour une discussion, en fait, si ça vous arrange, évidemment. Donc, Chloé va nous parler du nucléaire puis des enjeux éthiques, donc philosophiques aussi autour de tout ça. Donc, Chloé. Bonjour tout le monde, merci d'être présent en présentiel puis en ligne pour les gens qui se sont connectés. Donc, moi, c'est Chloé Raoult, je suis étudiante à la maîtrise en études internationales, donc avec une spécialisation en institutions et droit. Donc aujourd'hui, le thème du colloque, c'est la justice climatique. Puis moi, je vais aborder cet enjeu sous le prisme du nucléaire, puis la question de l'éthique d'une décarbonisation par le nucléaire dans une perspective canadienne. J'aimerais tout d'abord commencer par présenter Gordon Dalzell, qui est un des plus éminents défenseurs de l'environnement au Nouveau-Brunswick. Donc, pendant plus de 25 ans, il a bataillé ferme contre la pollution industrielle et le nucléaire. Donc, parmi ses faits d'armes, il s'est notamment mesuré avec un certain succès à la grande entreprise pétrolière
Irving Oil, qui exploite la plus grande raffinerie du pays et qui est la principale émettrice de GES dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc, a priori, c'est un farouche opposant au nucléaire, mais face à l'urgence climatique, il tient pourtant un nouveau discours. Et sur fond d'urgence climatique, la planète se meurt et pour lui, il n'est plus possible de ne pas envisager l'option nucléaire pour réduire les émissions de GES. Donc, ce qui fait miroiter tous ces espoirs d'une réduction des gaz à effet de serre au Canada, ce sont les PRM. On peut passer à la slide suivante. Donc, les PRM, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des petits réacteurs nucléaires qui peuvent produire jusqu'à 300 MW, contre 700 jusqu'à 1500 MW pour les centrales traditionnelles auxquelles on est habitué aujourd'hui. Donc, pourquoi il y a tant d'espoir dans une source d'énergie qui est pourtant si décriée, qui est le nucléaire? C'est que le nucléaire, ça a une empreinte carbone qui est proche de zéro. C'est pas zéro, mais c'est proche de zéro. Et c'est aussi une production d'énergie qui est stable et prévisible, contrairement au solaire et à l'éolienne qui sont il faut du vent, il faut du soleil. Il faut dire ces sortes d'énergie. Donc, et il faut savoir aussi que le nucléaire, on cherche à le développer, mais dans un mix énergétique. Ce n'est pas 100% du nucléaire. Donc, avec cette belle étiquette marketing, le nucléaire a comme su séduire le gouvernement Trudeau dans sa quête de réduction des gaz à effet de serre, et à tel point que le gouvernement a investi près de 75 millions de dollars pour que des entreprises viennent s'installer sur le sol canadien, puis développent cette technologie. Donc, on compte présentement une douzaine d'entreprises installées sur le sol canadien pour concevoir cette technologie. Donc, le nucléaire, il est d'autant plus séduisant qu'il apparaît comme un outil indispensable pour que le Canada puisse atteindre ses objectifs en termes de réduction des GES. Donc, on a là une liste non exhaustive des instruments juridiques par lesquels réduire les gaz à effet de serre. Donc, au niveau international, on retiendra les accords de Paris. Le Canada est l'un des 193 États partis à l'accord et a donc entrepris un maintien de l'augmentation de la température mondiale à un niveau de 2 degrés, inférieur de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel, puis de continuer les efforts pour les réduire à 1,5 degré. Ce sont des engagements qui ont été réitérés l'année dernière à Glasgow, où le Canada a annoncé une cible plus ambitieuse de réduction des GES, puis une intensification de son engagement financier. Au niveau national, on retiendra notamment le cadre pan-canadien de 2016, qui vise notamment un marché du carbone, des normes sur les combustibles propres, l'élimination du charbon, le règlement sur le méthane. On notera aussi une loi sur la tarification de la pollution en 2018, qui est un marché du carbone. On a également le plan du Canada pour un environnement sain et une économie saine, lancé en 2020. Puis on peut noter également le projet de loi C12, qui est devenu l'année dernière la loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité. C'est la slide suivante. Donc, face à ces instruments juridiques nationaux et internationaux qui tentent des promesses en matière de décarbonisation, qui tentent de mettre un pas devant l'autre, comme l'a mentionné mon collègue Félix, on ne peut que se souvenir des 2 derniers rapports du GIEC qui sonnent l'alarme et qui font état de conséquences climatiques graves et de l'urgence d'entreprendre des actions effectives et ambitieuses, sous peine de voir, je cite, la fenêtre d'opportunité se refermer. Donc, le dernier rapport, mon collègue l'a mentionné tantôt, il a été assez alarmant. Je reprends les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui lui voyait un atlas de la souffrance humaine. Je cite, il a vu de nombreux rapports scientifiques dans ma vie, mais rien de comparable à celui-ci. Donc, on voit évidemment l'urgence face à laquelle le Canada et tous les autres États internationaux font face. On va passer à la slide suivante. Donc, néanmoins, se tourner vers le nucléaire, ce n'est pas exempt de lourdeur, d'anxiété, voire de scepticisme. Quand on parle nucléaire, on ne peut que se souvenir, on a en tête Fukushima, Tchernobyl, ça ravive la mémoire de ces catastrophes. Puis, il y a comme un côté très psychologique et émotif important qui entoure le nucléaire et qui ne peut pas être négligé au sein de la société civile. Et à côté de ce prisme un peu psychologique et émotif, la question du nucléaire mène également vers des problématiques éthiques et morales.
Et donc, le thème du colloque, c'est la justice climatique. Donc, je vais essayer de venir discuter ces enjeux éthiques du nucléaire dans une perspective de justice climatique. Donc, ça va prendre de... Je vais expliquer ce que j'entends par justice climatique. Donc, à mon sens, elle nous invite à nous questionner sur une répartition juste et équitable des coûts et bénéfices du recours au nucléaire, tout en n'oubliant pas une juste distribution des responsabilités, également, mon collègue nous a mentionné lors de la première présentation. Donc, je vais donc réfléchir aux enjeux d'utilisation du nucléaire à partir de la théorie libérale d'inspiration rawlsienne de la justice sociale, qui, à mon sens, reste au cœur des débats sur les questions environnementales et qui constitue une philosophie politique qui est particulièrement adéquate pour réfléchir à ces enjeux. Donc, d'où ma question de recherche. Je vais me demander comment un pari sur le nucléaire à des fins de décarbonisation et de protection de l'environnement peut moralement être conçu. Donc, en d'autres mots, au-delà des promesses zéro carbone que les PMR offriraient au Canada, comment réfléchir aux enjeux éthiques qui s'imposent à nous. Donc, je vais développer ces questions en 3 points. Donc, en abordant dans un premier temps le problème de l'équité intergénérationnelle, donc les obligations vis-à-vis des générations futures. Et on passera ensuite à des enjeux un peu plus intragénérationnels, en se questionnant sur les risques pour les générations présentes, pour nous, et les enjeux sécuritaires internationaux. Puis un 4e point me permettra de venir conclure et puis d'ouvrir un peu les perspectives. On peut passer. Donc, on l'a vu, le nucléaire et les petites centrales que le Canada souhaite développer offrent des belles promesses, mais il ne faut pas oublier non plus que ce sont des avantages qui ne le sont que dans une perspective plus ou moins de court terme, car la question de la gestion des déchets radioactifs, elle reste entière. Au Canada, à titre d'illustration, la quantité de déchets nucléaires est à ce jour de 2 400 000 mètres cubes, donc c'est l'équivalent de 1000 piscines olympiques. C'est pas rien. Puis la gestion de ce stock est unique à bien des égards, car il s'agit de confiner des déchets nocifs pour la biosphère pendant des milliers et des milliers d'années. Donc ça nécessite des dispositions institutionnelles qui doivent durer pendant des siècles, et c'est pas commun, c'est pas anodin pour les décideurs politiques, pour l'être humain de manière générale, ça nous dépasse. Et ça présuppose inévitablement un souci d'équité sociale envers les générations futures. Et ce souci, pour les générations à venir, il fait d'ailleurs écho au principe du développement durable, tel qu'on peut le lire dans le rapport Brundtland de 1987. Il s'agit, je cite, d'un développement qui satisfait les besoins du présent, sans compromettre l'aspiration des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Donc, en ce sens, les enjeux de justice intergénérationnelle sont comme tiraillés entre 2 mots, MAX. Le recours au nucléaire pourrait aujourd'hui être justifié car il constitue une solution face à l'urgence climatique, mais en même temps, il constitue un fardeau lourd et qui n'est pas négligeable pour les générations futures. Donc, il semblerait évident d'inclure les intérêts des générations futures dans la prise de décision actuelle sur le nucléaire, mais ça reviendrait à solutionner la question du quel mal est-il plus important d'éviter et pourquoi. Donc, ce problème moral est d'autant plus exacerbé qu'il repose dans une asymétrie des pouvoirs entre les générations, dans le sens où notre génération présente est en mesure d'imposer des coûts à la génération future. Et la prise de décision sur la gestion des déchets radioactifs, elle est aussi caractérisée par, je l'ai mentionné, par une perspective temporelle inhabituelle. Et il faut savoir, la vie politique est comme plus souvent orientée à court terme. C'est notamment Dominique Bourg qui introduisait la notion de myopie démocratique pour caractériser l'incapacité des démocraties à intégrer le long terme dans le fonctionnement. Et c'est vraiment problématique dans le cas des problèmes climatiques, parce que c'est vraiment des problèmes justement à long terme. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est et passer dans une perspective un peu plus intragénérationnelle, c'est le problème des risques présents et leur gestion. Donc, pour aborder ça, j'aimerais reprendre les mots d'Yves Marignac, qui est le porte-parole de l'association Mégawatt, une association française, donc qui voyait, lui, dans le déplacement de la question énergétique vers la question climatique, une exposition à outrance du caractère décarboné du nucléaire et qui, du coup, vient faire un peu abstraction de sa nature, de ses dangers, puis des risques que le nucléaire peut générer pour les générations qui la côtoient.
Donc le nucléaire, ce n'est pas une technologie nouvelle, on connaît bien. Les risques sont connus. Et malgré toutes les innovations et précautions, un réacteur nucléaire reste intrinsèquement dangereux, car la fission nucléaire, c'est un phénomène intrinsèquement instable, c'est physique. Et une perte de contrôle de cette fission-là est la porte ouverte à une catastrophe radioactive de grande ampleur. Ça, le passé nous l'a bien montré. Donc la perspective d'un accident ne peut être ignorée, aussi improbable qu'elle soit, elle ne peut être ignorée, elle est là. Et il s'agit donc de considérer la forte dimension psychologique et émotive qui peut entourer ce caractère menaçant du risque nucléaire et qui peut du coup la rendre difficilement acceptable pour les citoyens et citoyennes. Donc, que vient faire la justice climatique là-dedans? Donc, elle permettrait d'appréhender cette question de ce qui serait moralement préférable d'entreprendre afin d'assurer un développement juste qui satisfait les besoins du présent, si on veut reprendre encore une fois les mots du rapport Brundtland. Donc, à cet égard, il s'agirait peut-être de solutionner la question d'un lesser evil ethics que notamment Michael Ignatieff a pu développer pour la torture, mais j'ai trouvé que c'était une lunette théorique qui était particulièrement adéquate à utiliser dans le cadre du nucléaire. Donc, dans le fond, face à l'urgence climatique, puis étant donné vis-à-vis d'une éthique intragénérationnelle, est-ce qu'il serait préférable de miser sur le nucléaire et avancer avec les risques qui lui sont connus, mais avec un impact limité sur le climat? Est-ce qu'il serait plus opportun de miser les énergies renouvelables et l'hydroélectricité? Donc, on est ici dans une évaluation politique et scientifique, mais qui se doit prendre en compte également toute la dimension émotionnelle de la société civile qui ne peut être ignorée. Et sinon, là, on tombe dans un problème de responsabilité, d'imposition de coûts envers cette société civile. Donc, un dernier point que j'aimerais aborder réside dans l'utilisation, c'est une petite gymnastique que je vais faire, c'est articuler les enjeux de justice climatique et les enjeux de sécurité internationale. Donc, ça repose dans l'utilisation détournée de l'atome, ce qui ouvrirait la voie à un accès facilité au développement de l'arme nucléaire. Donc, pour rappel, les PRM, c'est de la fission nucléaire, c'est pas de la fusion nucléaire. Donc, ça consiste en la combustion de plutonium ou d'uranium enrichi. Et il est assez facile, en fait, d'extraire le plutonium des barres de combustible usées, car il s'agit d'une simple séparation chimique. C'est un peu plus compliqué de faire ça avec l'uranium, ça se fait plus facilement avec le plutonium. Et on ne peut pas ignorer le fait que la généralisation du nucléaire civil à des fins de décarbonisation reste susceptible au détournement et in fine à la prolifération des armes nucléaires. Le Canada ne peut que se souvenir de l'Inde et de son opération Bouddha-Soulian. Donc pour l'histoire, l'Inde avait utilisé le plutonium provenant de son réacteur de conception canadienne pour faire en 1974 un essai nucléaire. Donc c'est un risque qu'on peut négliger. Et pour rappel, Ottawa estime un marché potentiel d'exportation pour atteindre jusqu'à 300 milliards de dollars d'ici 20 ans. Le Canada aimerait vraiment ça, se placer leader sur ce marché des PRM. Et beaucoup de spécialistes redoutent que la marchandisation de l'atome devienne miner le régime mondial de non-prolifération des armes nucléaires et de facto la sécurité internationale. On peut penser aux États voyous, que faire si ces États-là mettent la main sur ces technologies puis développent la menace nucléaire. Donc ici, la justice climatique viendrait nous dire que le juste coût et bénéfice du nucléaire se situe entre les avantages présumés d'une énergie plus verte qui permettrait au Canada, mais également aux autres États de satisfaire leur engagement en matière de décarbonisation, mais également ça viendrait avec le coût d'une menace nucléaire accrue pour la population mondiale, l'augmentation de l'insécurité qui ne peut être négligée. Donc, je vais venir conclure maintenant. Donc, c'est ça, cette dernière partie va permettre de conclure un peu tout ça, puis d'ouvrir les perspectives. Donc, on l'a vu, la question du nucléaire reste éminemment tachée d'émotions. L'anxiété et les perceptions du public y occupent une place assez importante. Et le problème, c'est que la complexité de la technopolitique nucléaire cherche à éviter l'intrusion d'émotions dans la prise de décision. Ça se veut plutôt rationnel.
ce qui vient inévitablement brouiller les relations entre le public, les politiques énergétiques et le secteur nucléaire. Donc, pour répondre à ma question que j'avais posée, comment moralement concevoir un pari sur le nucléaire pour décarboniser? On sent que ça passe nécessairement par la prise en compte de ce partage coût-bénéfice et de la responsabilité dans l'imposition des effets nucléaires, donc de façon intergénérationnelle, avec nos obligations vis-à-vis des générations futures, et de façon intragénérationnelle, en évaluant les enjeux de risque à court terme et les enjeux de prolifération nucléaire. Et étant donné la dimension sociale qui entoure le nucléaire, le Canada serait tenu d'assurer une réelle transparence, de permettre le débat public et l'accès à une information juste et neutre. Donc, ces précautions sont la condition pour une considération juste et morale du nucléaire à des fins de décarbonisation. Et ce qui fait là entrer en jeu la responsabilité du gouvernement Trudeau et des entreprises du secteur nucléaire dans une perspective moyenne, étant donné leur capacité d'imposer des coûts aux populations du présent et à celles du futur. Merci beaucoup, Chloé. Je pense que c'est le moment idéal pour poursuivre la discussion. Donc, essayer de tisser des liens entre les deux présentations qu'on vient d'avoir, puis aussi s'il y a des éléments qu'on n'a pas pu aborder plus tôt concernant la batterie climatique, on va pouvoir en parler. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais me permettre de commencer, mais avec le même égard pour Sarah Taylor qu'elle a eu pour moi, c'est-à-dire qu'elle avait lu les premières présentations. Moi, j'ai eu l'occasion de lire les présentations de Félix et de Chloé avant, puis je vais juste exprimer ma joie comme prof de voir que des gens dans le secteur du droit, ça prend des outils, il faut qu'on atteigne un résultat pour quelque chose qui est crucial en lien avec les changements climatiques. Les gens qui sortent tantôt du domaine politique internationale, politique publique, comment on fait pour obtenir le résultat, atteindre le résultat? Il y a un mot en anglais qui manque un équivalent total en français, c'est enforcement. Comment on réussit à appliquer rigoureusement pour atteindre le résultat, parce que tout le reste, ça n'a pas d'importance. Et Chloé, je me permets de dire que j'ai beaucoup aimé votre manière d'aborder une question d'éthique, mais aussi, c'est subtil parfois la langue dans ces choses-là. Mais quand on vous dit, c'est comme un enfant qui plaît, juste un petit peu, ça va être des petits réacteurs modulaires, comme si c'était des Legos. Alors que, Chloé, straight to the point, hein? Vous avez bien identifié, non, un instant, c'est quand même du nucléaire. Le problème de base, c'est pas que ça ne crée pas de GES, c'est vrai, ça ne crée pratiquement pas de GES. Donc, idéalement, on devrait pouvoir. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas aujourd'hui quoi faire avec les déchets. Et ça, en parlant de générations futures, là, on parle de centaines de milliers d'années. On est en train de parler de générations futures. Donc, bien vu. Je veux féliciter Félix aussi et dire jusqu'à quel point il manipule toutes les indications, les dates, les moins 40 d'ici 2030. Le Canada a promis entre moins 40 et moins 45 d'ici 2030. Vous avez mis sur le tableau ce que Biden a promis, qui était 50 à 55% de moins d'ici 2030. C'est comme si 2030, c'était loin. C'est demain matin. Et le problème, ça risque de vous étonner pour ceux qui ne suivent pas ces trucs-là, mais Biden avait un magnifique plan. J'ai écrit là-dessus, vraiment fermer la frontière, équilibrer, avoir un système vraiment très, très, très solide. Ils n'ont rien fait pendant leur première année. Pendant sa première année, il y a eu une augmentation de la quantité de charbon thermique brûlé aux États-Unis de l'ordre de 25%. De plus que la dernière année de l'horripilant Donald Trump. Alors, c'est ça, c'est le résultat qui compte vraiment. Félix, je veux me poser une question un peu théorique, puis Chloé, chime in, parce que ça va être le fun de voir. D'ici 15 jours, le gouvernement du Canada doit annoncer son plan pour faire, en fait, ça va être moins 40, ce petit 40 et 45, ils vont dire moins 40 d'ici 2030 par rapport à 2025. On vit en ce moment, à travers la planète, on réalise un énorme conflit aussi. Hein? L'effet que c'est en train d'avoir sur la fourniture d'énergie,
La plaidoirie va venir que le Canada aurait bien voulu avoir un hard cap. Hein? On a dit qu'on allait avoir, c'était une promesse formelle lors de la dernière campagne électorale, une limite absolue de la production de GES dans le secteur gazier et pétrolier. Ils vont admettre qu'ils ne vont pas le faire. Mais je vais vous pitcher la question un petit peu plus loin. Il y en a qui vont avoir de telles mérités, puis ça a déjà commencé à dire que le Canada peut jouer un rôle important. Et après tout, gaz naturel, oui, c'est une énergie fossile, mais c'est quand même une énergie de transition, c'est moins pire. Et il y a un énorme projet de 20 milliards de dollars, juste au large du Terre-Neuve, c'est le Pays du Nord, qui doit être approuvé. Donc, ils vont annoncer leur plan ici, à la fin du mois de mars, puis ils vont tout de suite après annoncer ce qu'ils font avec Pays du Nord. S'ils annoncent qu'ils font Baie du Nord et s'ils annoncent qu'il n'y a pas de hard cap, comment on fait pour atteindre le résultat? C'est quoi qui reste que l'on peut faire? C'est une question politique, fiction, mais attachée au cours des 15 prochains jours, mais qui émane de l'ensemble de vos excellentes analyses. Alors, ça me tente de pitcher une question hypothétique, mais quand même attachée à la réalité. Bien, c'est fort intéressant. C'est une question que sûrement plusieurs personnes se posent actuellement. Mais justement, on voyait récemment que le Canada disait oui, mais nous, on peut vous aider là, à acheminer du pétrole et du gaz vers l'Europe. On en a ici, hein, qui... c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause, hein? Jason Kenney qui disait, ben, on cherche des marchés, nous, fait qu'on attend juste ça. Et ça pourrait être plus propre que du pétrole ou de l'énergie russe. Certainement plus éthique. C'est ça. Mais le projet Baie du Nord, c'est de savoir à quel point le signal va être fort. Si je verrais mal comment ce projet-là pourrait aller de l'avant personnellement, mais justement avec la situation actuelle, avec les juteuses retombées aussi qu'ils annoncent, des milliards de dollars pour Terre-Neuve aussi, qui souffrent économiquement beaucoup. Ça va faire partie de l'argumentaire, je vous le promets. Puis, je le disais un peu, hein, le PIB, l'économie joue beaucoup encore dans les décisions de politique. Comment le découper? C'est pour ça que je ne pouvais pas résister à la lumière de tout ce qu'on vient de faire. Mais si, puis j'imagine le ministre de l'Environnement, qui est bon, lui-même un passé écologiste, de prendre cette décision-là, ça doit être... Je n'aimerais pas être à sa place nécessairement, mais sinon, si on autorise ça, ben, on autorise d'autres projets. Elle est où la ligne rouge là, à ne plus franchir, alors qu'on va annoncer un plan bientôt? On s'attend. On devrait s'attendre à ce qu'il soit plus rigoureux, mais savoir. Mais si on autorise un projet comme Baie du Nord, ben, qui est encore là impensable qu'on puisse atteindre notre objectif 2030. Impensable. Parce que votre analyse est excellente. Je vais citer un dernier petit mot, puis je vais faire que tu m'en donnes du temps à ça. J'ai beaucoup aimé une petite citation dans votre texte, Corée. Vous dites qu'il semblerait évident d'inclure les imprévus de génération à venir dans la prise de décision actuelle sur le nucléaire, mais cela reviendrait à solutionner la question, et voici la question que vous posez. Quel mal est-il plus important d'éviter? Et pourquoi? Selon vous, avec ce que vous avez vu ici, est-ce que c'est une possibilité réaliste en termes de public policy de dire on ne peut pas, c'est ce que je décale, mais je ne veux pas que vous me dites ce que j'ai décalé est juste, je veux connaître votre point de vue. Mais ce que je décale dans votre papier, c'est que vous dites le nucléaire n'est pas vraiment un moyen. Il va falloir qu'on travaille d'autres solutions. Vous mentionnez l'hydrogène et d'autres. Est-ce que c'est bien votre conclusion? Ce serait ma conclusion, je dirais, personnelle. Après, j'ai envie de reprendre également les mots de Denis Bourg qui identifiait vraiment un problème, l'enjeu de la myopie démocratique, puis l'idée que ça reprend peut-être un peu la discussion qu'on vient d'avoir, que les démocraties ont comme du mal à anticiper
ferme, puis on voit exactement là, il y a des enjeux, des intérêts économiques à développer. J'ai oublié le nom, le pays. En tout cas. Et j'ai perdu mon. Mais c'est correct, mais si je reviens quand même, parce que Boris Johnson, sa job de vente dernièrement, après Edinburgh, était de dire on a trouvé la solution, une centaine de petits réacteurs nucléaires modulaires légaux, plus beaucoup sur l'hydrogène. Donc, il essaie de faire un mix des deux. Mais c'est comme si ces petits modulaires n'avaient pas exactement les mêmes problèmes, mais c'est ce que j'ai retenu le plus de votre excellent travail. Vous avez spoté que c'est exactement. On va laisser Sarah continuer. Premièrement, je vais vous m'excuser parce que je dois partir à 2h45 parce que je dois aller chercher un enfant qui est devant la porte de l'école. Donc, je donne mes excuses. En fait, j'avais juste une petite question qui m'est venue en tête quand vous parlez de découplage. Et c'est vraiment une question plus technique. C'est simplement de savoir si le Royaume-Uni est un exemple d'un pays qui a réussi à moins découpler d'une certaine manière. Est-ce que ça prend en compte si finalement ils exportent dans d'autres pays une partie de leur production et la création de gaz à effet de serre, ou est-ce que c'est vraiment plus intégrant finalement de cet aspect-là? Parce qu'il me semble que si le bilan global n'est pas très bon, puis un pays est plutôt favorable, il se peut que ça joue aussi sur une économie qui change, mais qui exporte certaines activités plus polluantes. C'est une bonne question. Puis, ce que je disais, c'est qu'on prend entre autres le territoire, ce qui est fait à l'intérieur du Royaume-Uni. Puis, je voyais entre autres, le Royaume-Uni disait qu'on a réduit nos importations d'énergie, par exemple de la Chine, qui avait un bilan important en matière de GES. Et on a essayé de faire ça par nous-mêmes, de remplacer une telle énergie polluante par une énergie renouvelable. Mais c'est pas nécessairement un aspect qui est encore largement discuté. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le monde est globalisé. On a des frontières, mais tout de même, on envoie de l'énergie beaucoup et ça compte quand même dans le bilan, ne serait-ce que mondial. Oui. Et d'ailleurs, ça, c'était un des avantages du plan de Biden, de commencer à s'attaquer directement à cette question. Comment on fait une compensation à la frontière? On extrait, on taxe ici. Quand on exporte, vous êtes remboursé. Mais quand le produit revient, qui a utilisé là, c'est eux qui doivent payer. Donc, c'est complexe. Oui. Et on a eu, depuis Kyoto, on dit que ça prend un circuit fermé. Mais on n'arrive pas à le faire. Je pourrais juste poser une petite question à Chloé aussi. Je pense que tout le monde est un peu dans un état de choc par rapport à le retour de Tchernobyl dans le contexte de l'Ukraine et le choc que tout le monde a eu en regardant les nouvelles le soir où on a compris que le central était sous attaque. Donc, est-ce que pour vous, à votre avis, on entre dans peut-être une autre ère de grande, disons, traumatisme vis-à-vis le nucléaire qui était juste, j'aurais dit, comme plutôt dormant que quelque chose sous la surface. Et là, j'ai l'impression que ça a monté sur la surface. Comment est-ce que vous voyez cet événement-là dans la suite des choses? Ben moi, je vois ça, la génération qu'on a été socialisée après les accidents de Tchernobyl en 86. On a eu l'accident de Fukushima. C'est toute une réalité, puis quand même des catastrophes qui sont, pas des moindres, là, non négligeables. Et c'est surtout leur ampleur qui est comme impressionnant pour l'être humain qu'on est. Donc, je pense qu'on entre dans une ère vraiment où il y a ce décalage, effectivement, entre la volonté de résurgence, l'utilisation du nucléaire, comme on pouvait le faire auparavant,
Puis toute cette réalité à laquelle on fait face, qui est notamment décuplée par les médias aujourd'hui, ça on ne peut pas le négliger. Puis à mon sens, oui, c'est comme, on ne peut pas négliger, c'est une nouvelle ère, puis on ne peut pas négliger le fait qu'il y a toute cette dimension psychologique et émotionnelle qui l'entoure. Oui, c'est ça, des motifs rationnels en même temps. Et ça appelle les questions. On peut peut-être ouvrir. Oui, ben, je voulais justement rebondir sur votre question par rapport à la production ou l'importation d'énergie donc dans le cas du Royaume-Uni. Il y a la Pologne qui annonce aujourd'hui, ben, ou dans les prochains jours, qu'ils ne vont pas arriver à leur cible donc, de Paris parce que ben, justement, avec la situation en Russie, le gaz naturel est coupé. Ils vont devoir retourner au charbon. Donc, le problème, c'est que quand on prend en compte les émissions, on oublie la production. C'est comme deux choses qui ne sont pas comptabilisées ensemble. Et ben, c'est comme ça, entre autres, que l'Union européenne arrive à réduire ses émissions parce que, comme vous l'avez dit, elle exporte les émissions dans d'autres pays. Ah oui. Ouais. Les gens qui étudient du côté juridique ont quelque chose à ajouter sur ces questions d'enforceability et comment atteindre le résultat. Vous avez étudié la différence entre une obligation de moyens et une obligation de résultat. En fait, très souvent en matière internationale, plus sur les obligations de moyens, mais c'est juste le résultat qui compte. Si on est en train de parler de réduire les effets de serre. En termes d'enforcement, alors, dans ce que vous avez entendu, est-ce qu'il y a un maillon purement juridique qui doit entrer en ligne de compte? Ce sont des ententes internationales, mais Canada a signé Kyoto, était un des pires conflits de la classe du monde. Depuis la signature de Paris, Canada a eu le pire bilan du G7, d'après notre propre commissaire à l'environnement et au développement durable. Oui, à mon sens, c'est le grand problème du droit international, c'est que le droit international, c'est les États, puis c'est les États qui s'imposent des normes. Donc, à partir de là, si eux ne veulent pas se mettre des obligations sur eux-mêmes, enfin, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui font les règles du jeu. Donc, c'est là le problème de l'enforcement, à mon avis. Et pour enchérir peut-être sur ce que Chloé a dit, il y a aussi tout le problème de réussir à faire en sorte que les procédures sont contraignantes pour les États. Dans la question de la souveraineté des États, c'est extrêmement difficile de faire appliquer quelque chose au niveau multinational puis au niveau supranational aussi, parce que justement, la souveraineté des États reste au centre des relations internationales. En termes de justice climatique, c'est extrêmement difficile de faire en sorte que chaque pays, qui sont tellement différents les uns des autres, arrive à s'entendre et arrive à vouloir les mêmes sortes de contraintes pour atteindre les mêmes objectifs. C'est vraiment très difficile. Oui. Il y a deux pays, notamment le Canada et l'Australie, deux grands pays avec une petite population, mais énormément de richesse. Le Canada était le premier pays à sortir de Kyoto. L'Australie était le deuxième. Il y a eu un seul autre sur la planète Terre, c'était la Russie. On est en très bonne compagnie. Oui. Même dans l'accord de Paris, à la base, c'est un document de compromis. Oui. Puis c'est pas les États ont leur c'est complètement sur une base volontaire. Les obligations que les États ont ils se sont mis d'accord de, par exemple, réduire leurs émissions, mais c'est complètement sur une base volontaire. Mais j'ajouterais aussi, je crois que le problème, ce sont aussi, juste pour revenir à votre point sur la mondialisation, je crois que on pourrait garder aussi les accords économiques en matière de trade. Oui, bien sûr. Parce que lorsqu'on parle de changement climatique, et ce qui m'a interpellé dans votre présentation, vous avez comparé les pays en développement et les pays développés. Et c'est vrai que les pays développés ont commencé à changer des choses pour réduire les émissions. Mais de l'autre côté, c'est quand même la Chine et les pays en développement qui, tous nos appareils sont fabriqués dans ces pays-là. Et puis là, c'est comme toutes nos économies sont interliées. Et je crois que le problème, c'est vraiment comme les accords de libre-échange et tout ça.
Alors, encore faut-il que les consommateurs dans les pays du Nord acceptent qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette économie de surconsommation, d'acheter des appareils à bon marché, etc. Je crois que c'est cette chose-là aussi, la manière dans laquelle nos appareils sont fabriqués. Mais oui, c'est intéressant. Il y a peut-être même une dimension environnementale qui manque dans nos accords économiques. Puis évidemment, un changement de paradigme aussi, de dire notre modèle est basé sur la consommation. On a des pays aussi qui souhaitent se développer. Puis nous, les pays riches, on veut continuer à se développer. On veut continuer évidemment à importer des biens de toutes sortes. La Chine, bien qu'elle ait un certain... Quand même, il y a des efforts qui sont faits dans la transition énergétique, mais tout de même, elle réouvre des centrales au charbon. Il y a énormément de centrales en Chine. Et ça va être tout un défi. Oui, les forces du marché, justement, on peut faire du judo avec ce système capitaliste et sur le profit, parce que de plus en plus, le marché boursier et autres est en train de regarder ce qu'ils appellent ESG, Environmental, Social and Government. Ça, c'est les trois piliers de développement durable dit autrement. Donc, il y a une force quand même à l'extérieur de tout ce que peuvent faire les gouvernements, à même le marché, parce que si vous regardez BP, puis Deepwater Horizon, puis des accidents comme ça, nucléaires et autres, les pénalités qui s'ajoutent, c'est pas par les sentiments qu'on va les avoir, c'est par le portefeuille. Et donc, de plus en plus, ils pensent à ce qui s'est passé avec les compagnies de talent, qui demeurent des parias. Et les compagnies pétrolières sont en train d'être actionnées, que ce soit à New York par la ville ou en Californie par l'État. Donc, ils regardent des centaines de milliards de dollars de dommages intérêts versés par les grandes compagnies de tabac. Ça aussi, ce sont des forces externes qui peuvent aider à produire le résultat. Bien, écoutez, à moins que vous ayez d'autres questions entre vous, je pense que je vais juste terminer là où j'ai commencé en félicitant parce que c'est vraiment très riche et c'est encourageant. Puis j'adore le fait que vous fassiez ça de manière interdisciplinaire. C'est cet aspect-là qui vous permet de vous enrichir et qui sait, à partir de là, avoir le début des solutions parce que c'est votre génération et vos enfants, petits-enfants qui vont être le plus affectés par l'incurie, l'incompétence et la non-action de ma génération. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé cette expertise et expérience. Merci.